Alors, ce soir, une émission particulièrement intéressante et sur les thématiques du moment, puisque ça fait très longtemps que la vente se pratique en tenant compte de la psychologie des personnes, de manière, on va dire, un petit peu pratique et opérationnelle. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que nous sommes aidés, quand je dis nous, c'est le monde des sales, par justement tout un ensemble d'approches, alors qui ont pu venir notamment via le marketing des sciences sociales, parfois avec la sociologie, avec les sciences humaines, qui ont beaucoup aidé justement le monde du marketing et le monde de la vente pour comprendre ces éléments-là. Petit rappel d'ailleurs, puisque nous sommes, vous savez, des adeptes de la méthode de spin selling, et il se trouve que cette méthode avec Neil Rackham, eh bien, Neil Rackham n'était pas un vendeur, mais était bien à l'origine quelqu'un qui avait étudié la psychologie de tout un ensemble d'actions de vente pour mieux comprendre, eh bien, justement, ces éléments. Et puis, depuis un certain nombre d'années, les neurosciences notamment, et puis peut-être aujourd'hui l'IA, sont des nouveaux, enfin plus ou moins nouveaux outils qui justement permettent de développer et de rendre la vente et le monde des sales de plus en plus smart et de plus en plus agile en tout cas et pointu pour pouvoir comprendre le cheminement du client et pour pouvoir comprendre la relation qui se joue à travers ces éléments. On verra d'ailleurs, j'en profite, un petit clin d'œil à, je vois Jean-Philippe notamment, mais de me dire, tiens, on pourra peut-être l'évoquer en se disant, est-ce que par exemple le fait de vendre de plus en plus à travers des écrans change aussi peut-être la préhension, la psychologie, les comportements. Ça sera une des pistes possibles. Mais dans l'intervalle, avant que notre expert Sylvain Fantoni puisse nous rejoindre, et je vois qu'il arrive, merci Sylvain, c'est ce qu'on appelle le just in time, notamment. Bonsoir à tous. C'est le talent. Alors, et sur ce Sales Talk, alors Sylvain est juste ici, mais nous avons surtout le plaisir ce soir d'accueillir un expert sur le sujet, en la personne de Julien Pellabert notamment. Et grand merci en tout cas à toi, Julien, d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir échanger devant nos invités. Petit rappel du fonctionnement assez simple, puisque avec Sylvain, et ce sera surtout Sylvain qui pourra échanger avec Julien pour pouvoir mener les échanges et les débats. Mais évidemment, nous ouvrirons l'accès aux échanges, puisque c'est le but de ce Sales Talk, de pouvoir interagir avec les questions ou les remarques, puisque là, je vois qu'on a à la fois des étudiants, mais on a aussi pas mal de spécialistes du monde des sales. Donc, évidemment, votre retour sera tout à fait pertinent. Grand merci, Julien, d'avoir accepté cette invitation. Et je passe la parole à Sylvain. Alors, moi, je serai aussi un peu le médiateur et je me ferai écho des questions qui peuvent être posées. Posez-les dans le chat notamment, et puis en fonction, soit je les relayerai, soit on pourra directement vous les faire poser à travers le micro. Sylvain, c'est à toi. On démarre. J'en profite aussi, pardon, pour vous dire que, notamment, puisque je parlais d'exemple de Neil Rackham tout à l'heure avec la psychologie, mais je pense aussi, par exemple, aux théories, ce qu'on appelle de l'aversion pour la perte, qui sont aujourd'hui des éléments très importants, notamment, et dont on discutera peut-être. Sylvain, je te cède la parole pour démarrer ce Sales Talk particulièrement stimulant. Merci, cher ami. Merci à tous. Je vois effectivement qu'il y a de l'expertise S-négociation dans cette réunion. Et donc, on a vraiment le plaisir d'accueillir Julien. Merci à toi d'être là, Julien. Merci pour l'invitation. Et alors, Julien, je vais te laisser te présenter, évidemment, nous présenter un peu ton parcours. Mais d'ores et déjà, je vous signale ce qui fait la particularité de Julien pour moi et qui est très rare. On a vraiment du mal à trouver des gens qui vont loin dans la recherche académique avec une vision professionnelle. Et Julien, c'est exactement ça, puisque Julien cumule à la fois une expérience professionnelle en tant que sales et manager, accessoirement en plus dans nos sujets de prédilection que sont l'IT et le service, éditeur-service. Mais Julien a la particularité d'avoir poussé jusqu'au doctorat et d'avoir vraiment fait de la recherche fondamentale finalement sur nos sujets de la négociation. Et ça, je trouve que c'est une connexion suffisamment rare pour qu'on soit ravis de t'avoir parmi nous, Julien. Julien, peut-être si tu veux bien nous raconter un petit peu à la fois ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui chez Nera, et puis ce qui t'a amené à ce parcours étonnant du PhD et de la carrière professionnelle. Merci beaucoup déjà à tous les deux pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger.
Ça va être génial et je mets un petit peu en garde, mais vraiment prenez que ce qu'il y a de bon pour vous dans ce que je vais vous partager. C'est ma perception. Je suis même pas sûr d'être d'accord avec moi-même dans 5 ans, donc gardez votre libre arbitre. Moi, je suis un passionné de la vente et de la négociation, donc j'ai fait un bac plus 5 en vente et négociation que tu connais un petit peu parce qu'on se retrouve tous les ans au négocial. J'ai fait le master SCPN à la Sorbonne, dans lequel je donne des cours maintenant parce que j'aime beaucoup. Et donc, j'embrasse cette carrière commerciale, 10 ans cabinet de conseil, société d'édition de logiciels sur des fonctions purement commerciales et managériales. Et puis à ce moment-là, je me dis que je suis tellement passionné par la négo que j'ai envie de structurer un petit peu mes lectures, ce que j'aime faire. Et donc, j'entame un doctorat, donc 4 ans à la Sorbonne. La démarche, elle est intéressante parce que je ne le fais pas pour être plus payé. Parce que tu sais que quand tu es sales, tu es payé au chiffre d'affaires que tu rapportes à ton entreprise, si tu veux. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, il y a peu de personnes qui se positionnent sur ce type d'études, sauf à être professeur universitaire. Donc, je le fais vraiment par amour de la discipline. 4 années sur la négo, j'obtiens un doctorat en 2016 et je fonde l'Institut NERA, donc négociation et recherche appliquée. On n'a qu'un seul métier, c'est la négociation, on ne fait que ça. Et là-dessus, on a trois expertises. On fait de la conférence pour inspirer, de la formation pour augmenter les gens et les faire monter en compétences, et de l'assistance du conseil en environnement dégradé. Donc on a vraiment cette volonté d'être sur cette triple expertise, mais cette double casquette qui est très pragmatique. Mon métier, c'est de négocier, c'est de défendre les intérêts de mes clients. Et il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai eu 2 semaines le DRH d'une entreprise du CAC 40, dont le mandat, on va avoir des conflits sociaux à la fin de l'année, il faut que ça se passe le mieux possible. Donc c'est très pragmatique comme métier. Et puis la formation, où là, c'est du partage. Ma spécificité, c'est que moi, mon prisme de client est très très large. C'est-à-dire que ça va, pour en citer quelques-uns, parce que je ne peux pas tous les citer, du top 300 de Total Energy. On forme les hauts potentiels groupes de Total, en passant par du PwC, un autre cabinet de conseil qui est un autre Big Four, en passant par direction des achats de Carrefour, donc dans la grande industrie, en passant par des entreprises américaines. Là, je suis à Rennes pour un groupe immobilier, donc il y a des négociateurs immobiliers. J'en oublie encore. Enfin, on a de la grande industrie, on a de la banque, oui, bien sûr, en Société Générale, CIC, BNP, on a eu Swiss Life il n'y a pas très longtemps. Et j'ai la chance aussi de partager mon travail avec la police et la gendarmerie, donc avec des cellules de négociation, et puis avec la gendarmerie, avec leur haut potentiel groupe, et des services aussi de renseignement de l'État. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, je n'ai pas d'expertise dans le métier des gens que j'accompagne. Moi, mon expertise, elle est sur la mécanique de décision. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu négocies avec un collaborateur, un client, un fournisseur, ta femme, ton fils ou un forcené, et je mets enfant et forcené au même niveau, ça passe par la même mécanique au niveau de la prise de décision. Et c'est ça qu'on partage, nous, dans notre quotidien. C'est vraiment, pour dire les choses très simplement, c'est comment tu obtiens un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Juste, j'en profite, Julien, avant de laisser la parole à Sylvain. Sur la partie académique, c'est intéressant en France, puisque vous savez, en France, ceux qui cherchent, et notamment dans le domaine des entreprises, c'est le domaine qu'on appelle des sciences de gestion. Et vous avez énormément de thèses en finance, en Oui. marketing, en RH. Vous avez quasiment aucune thèse en France sur la vente et sur les sales, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans le monde anglo-saxon, pour bien montrer aussi les éléments culturels. Ou Mais même en Allemagne. oui, oui, pareil. La thèse n'est pas reconnue, je pense, à sa juste valeur en France, alors que vraiment, c'est le grade Alors, suprême en moi, je Allemagne. suis pas sûr que Julien ce soit ça. Je dirais que c'est la vente qui n'est pas reconnue à sa juste valeur C'est dans le possible. monde académique, tu vois. Oui, c'est possible. Mais C'est bon, possible. Non, mais tu as raison, c'est possible. C'est possible. ton micro, Sylvain, je crois, est coupé. J'allais dire, c'est la combinaison des deux, je pense. Oui. Ok, merci Julien pour cette vision très claire de ton parcours. Alors, la thématique de ce soir, hein, qu'on va essayer d'évoquer tous ensemble, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années? Il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu même certaines révolutions. En quoi ça peut impacter la négociation? Est-ce qu'en 2023, on peut faire de la négo rigoureusement de la même façon que ce qu'on faisait en 2010 ou en 2005? Pour la vente, la réponse est non, de manière très claire. Les outils ont trop changé, l'environnement a trop changé. Qu'en est-il de la négo et quels sont les points, selon toi, qui ont été impactés? Alors, on parle évidemment, on va arriver doucement sur un de tes sujets actuels et de prédilection, c'est-à-dire les IA génératives, mais pas que. C'est-à-dire
toute cette digitalisation, toute cette information ultra disponible. On n'a jamais eu autant d'informations sur nos interlocuteurs. Est-ce que ça a un impact sur la négo? Est-ce que tout ce qu'on qualifie de neurosciences, alors parfois de manière presque un peu pompeuse, puisqu'on a depuis toujours fait de l'analyse transactionnelle, de la PNL, c'était déjà de la neuroscience, mais le fait qu'on s'y intéresse de plus en plus, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça doit changer notre façon de faire? C'est un petit peu les sujets qu'on aimerait aborder avec toi et avoir surtout ton avis éclairé sur ces sujets. Je vais peut-être avoir un regard clivant, et j'en suis désolé. Je pense que déjà, cette notion de neurosciences, effectivement, c'est assez moderne, mais dans le terme qui est utilisé sur les neurosciences, à la base, quand même, dans les années 1960, c'est les études du cerveau, donc du mode de fonctionnement du cerveau, mais d'un point de vue neurone. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si tu prends les 3 derniers prix Nobel d'économie en médecine et physiologie, les neurosciences, on parle d'imagerie par résonance magnétique, on parle de récepteurs olfactifs sur l'organisation du système olfactif, et le dernier qui est de 2014, c'est la découverte des cellules qui permettent au cerveau de se positionner dans l'espace. Tu es en train de me dire, mais c'est quoi le rapport avec la vente? Aucun. Donc en fait, les gens qui parlent vraiment de neurosciences, c'est des gens qui n'en font pas. Donc quand on parle de neurosciences, à 99% des gens, du temps, c'est des vendeurs, des gens qui font de la formation et des gens qui font de l'ingénierie pédagogique. Et donc c'est simple, la neuroscience, à peu de choses près, les neuroscientifiques n'en parlent pas. Ils parlent de neurobullshit, de neuromarketing, de neuroincantation. En fait, c'est un phénomène de mode pour moi, où quand tu mets neuro, tu dis que tu vas vendre plus cher. Est-ce que le fait d'avoir une imagerie de ton cerveau pour savoir quel lobe est activé quand tu prends ta décision va t'impacter dans ton business? Je ne sais pas dire. Maintenant, et j'ai beaucoup aimé l'introduction de Erwan, quand on me parle de Neil Rackham ou d'aversion à la perte, j'entends Tversky et Kahneman. Je rappelle quand même que Kahneman, c'est le seul prix Nobel d'économie qui n'a jamais fait d'économie de sa vie. Il est psychologue. Neil Rackham, psychologue. Donc tous les gens qui ont traité cette notion de psychologie sociale, pour le coup, ont permis, je pense, des avancées incroyables dans nos métiers. Et on a une compréhension des mécaniques, pour le coup, du cerveau sur ces prises de décision qui sont bien plus affinées, effectivement, qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Enfin, 20 ans, si on prend le premier ouvrage, le prix Nobel d'économie de Kahneman, c'est 2001. Donc, effectivement, on a une meilleure compréhension et puis on a une société qui a évolué, qui a changé. On n'est plus période des 30 glorieuses où on pouvait vendre à tout va. On n'est plus derrière le choc pétrolier où à un moment donné c'était compliqué et puis il fallait faire une vente un peu old school, un peu agressive. Et tu vois très bien l'image que j'ai du commercial qui a nui un petit peu à cette profession. Juste qu'un petit peu même. Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. On a effectivement une information où la personne qui va consommer, elle a autant d'informations que le vendeur à peu de choses près, où les circuits de décision sont très différents, et donc effectivement, elle impacte. Donc, je pense plus que la psychologie sociale qui a été vulgarisée, qui a été rendue accessible au plus grand nombre, permet d'avoir cette meilleure compréhension. Moi, tu sais, la moitié de ma bibliothèque chez moi, j'ai quelques livres de négociation et autres, c'est des ouvrages de psychologie. Quand on parle d'écoute, phase de découverte, questionnement, ce n'est que du rewarding des travaux de Carl Rogers sur l'écoute active. Quand on va parler d'AT, c'est de la psychologie sociale. Quand tu vas parler de Grinder et Bandler, c'est des hypnothérapeutes à la base. Enfin, la préface est quand même d'Erickson et de Virginia Satir. Donc, on parle d'hypnose. Alors, c'est rebrandé. Quand tu prends un des ouvrages, pour moi, les plus importants sur l'influence, qui est Influence et manipulation de Cialdini, c'est un psychologue. D'accord, donc toi, autant tu crois à ce que tu décris comme la psychologie sociale, autant quand on galvaude le terme neurosciences, tu estimes que c'est du bullshit marketing. C'est un abus de langage, je pense. Je pense que c'est... On a tous en tête des gens qui ont a priori 4-5 doctorats en neurosciences, et quand tu les écoutes pour te dire comment tu vas libérer ton cerveau, ça vous aurez tous la référence en tête, je ne sais pas vraiment dire en fait ce qui est de la neuroscience et de la neuroincantation. Très honnêtement.
Moi, Ok. en tout cas, j'ai pas cette expertise neurosciences pour la définir. Mais ce que je vois, c'est que tous les gens avec qui je suis en concurrence et qui évoluent dans mon cercle, qui est la vente, la négociation, ou plus la négociation pour moi, bah, quand ils passent neuro, mais c'est que les formateurs à peu de choses près. Dans le monde de l'entreprise, tu entends très peu ce terme-là. Ah, clairement. C'est un Mais terme de formateur. je te le confirme très facilement, puisque même nous, on a pris effectivement ce terme, parce que c'est un terme qui est vraiment monté en puissance, et tu as presque l'air pas intelligent Mais s'il n'y a pas un endroit où tu parles de neurosciences dans ton programme. Donc, on est d'accord. c'est adapté, et en vrai, sans changer fondamentalement ce qu'on faisait depuis toujours, c'est-à-dire quelque chose que tu appelles, toi, effectivement, la psychologie sociale, et je trouve que le terme est plutôt bien choisi. Euh, Qu'est-ce que tu mets, toi, dans ta boîte à outils du négociateur, issu justement de ces sujets appelons-les par la bonne appellation, hein, de psychologie sociale? Ouais. Déjà, moi, dans ma réflexion actuelle, que j'avais pas forcément avant, la première chose que je mets, heu, c'est l'empathie. Et l'empathie, on la comprend pas tous de la même manière. C'est-à-dire que si je vous demande, et sans vouloir vous piéger, c'est quoi la définition de l'empathie? Dans le meilleur des cas, dis-moi? J'allais dire se rapprocher de la vision de l'autre. Ouais, alors tu vois, dans le meilleur des cas, les gens vont te dire: «Ouais, c'est ça, c'est une capacité de compréhension intellectuelle des émotions de l'autre», ce que tu viens de dire. Et j'ai envie de te dire: «OK, mais c'est 50 du taf». En fait, l'empathie, c'est quoi? Littéralement, ta haine, c'est dedans et pathos, c'est la souffrance. C'est déjà comprendre chez soi, pas chez l'autre, ce qui se joue d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui se fait que dans mon processus de vente, je vais avoir raison? Qu'est-ce qui fait que quand on me dit, «Votre prix, c'est trop cher», ça me met en colère, ça me frustre? Qu'est-ce qui fait que quand mon client, il me rappelle pas tout de suite, ça génère de la gêne? Qu'est-ce qui fait que quand je demande une augmentation, j'ai un sentiment de malaise? En fait, je pense que on a une part de responsabilité dans les ouvrages qu'on écrit, hein. C'est que généralement, on parle de vente et on parle de négociation toujours, en partant du postulat qu'on va faire évoluer le référentiel de notre interlocuteur. Mais le premier référentiel qu'il faut comprendre et qu'il faut faire évoluer, c'est le sien. Et qu'est-ce qu'on peut se donner comme conseil efficace pour nous aider à être dans une vraie empathie, comme tu le dis? Parce qu'effectivement, quand on pense empathie, je t'avoue que moi aussi, empathie, j'étais totalement centré sur l'autre, Hein? et pas du tout sur réfléchir à comment moi je perçois les choses. Or, en égo, c'est intéressant, je trouve que tu abordes ce sujet, parce que la négociation, c'est le moment du point de rupture, c'est le moment de la grosse tension, c'est le moment où même le commercial peut décider d'arrêter, peut décider de ne plus jouer le jeu de la négociation. Mmh. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. Et toi, enfin, j'espère que tu nous en diras un mot sur le fait que quand on fait de la négociation, l'acheteur et le vendeur sont en vrai en train de faire la même chose, et ont la même démarche. Et Mmh. régulièrement, d'ailleurs, avec une pression supérieure sur l'acheteur que sur le vendeur. Faire un mauvais achat est bien plus grave que de ne pas faire une vente. Oui, complètement. Oui, bien sûr, parce que ça Et impacte. on n'y pense pas assez souvent, ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour travailler ce point-là? Mais en fait, on est dans une société où on veut que tout soit simple parce que ça sécrète de la dopamine, tiens, qui est l'hormone de la récompense. Et on veut pas faire d'efforts. Kahneman nous dit: «Notre cerveau est un avare cognitif». Il y a pas de grand résultat sans grand effort, hein. Et la réponse simple, c'est aller voir un psy. Waouh! Ou dans le pire des cas, travaillez sur vous, faites de la méditation, enfin, il faut cette introspection. Il faut enfin, et c'est plus simple d'avoir un regard extérieur qui nous aide. Moi, j'ai jamais été aussi bon que depuis que je vois un psy depuis, 2 ans et demi. Et pourtant, le soir, je suis pas avec un couteau à vouloir, sur des poupées, c'est pas signe d'une pathologie, bien au contraire. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un cheminement à faire et ce cheminement, c'est de comprendre que l'émotion, ex movare, elle va mettre le corps en mouvement dans une certaine direction. Et que je la subis cette émotion. Je la subis, il faut arrêter de dire qu'on contrôle ses émotions. Si je me sépare de ma femme, je ne vis pas la même émotion que si je gagne au millionnaire, même si je suis extrêmement rationnel. Donc je la subis. Et maintenant, c'est comment est-ce que je la comprends, comment est-ce que je l'accepte, comment est-ce que je comprends que l'émotion n'est pas moi, mais qu'elle est que passagère. Et ça demande un travail d'introspection. La première chose, effectivement, je pense que c'est sans aucune forme d'arrogance, c'est d'être accompagné sur ce sujet-là. Ça permet de passer de quelqu'un qui est bon à quelqu'un qui va exceller.
J'adore ce que tu dis, Julien, parce qu'effectivement, bon, alors déjà en France, effectivement, on a ce problème de positionnement du psy. On va voir le psy quand on a un problème, et comme tu l'as dit, limite une pathologie, alors que le psy peut servir à aller mieux Ouais, et complètement. pas ne plus être malade. Et je crois que c'est la première fois que j'entends ce conseil. Autant il y a des métiers où c'est assez évident et logique. Je vois Stéphane Jasmin qui est parmi nous, qui est coach HEC, et on sait bien que on oblige quasiment tous les coachs à faire cette étape-là, Dieu merci. parce qu'on sait qu'ils vont se prendre des décharges émotionnelles assez fortes. Et je trouve que c'est un super conseil D'ailleurs, que je vais faire mien. D'ailleurs, pour compléter ce propos, ce serait étonnant que, par exemple, pour des dirigeants, on dise vous avez besoin d'être coaché, entre guillemets, sur le plan managérial, mais qu'il n'y ait pas à côté ce travail d'introspection en parallèle sur justement soi, sa vie, son parcours et ainsi de suite. C'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, j'ai lu un commentaire de Tariq qui parlait de l'ego. Euh, et là, pareil, alors je suis désolé, Tariq, mais je suis pas d'accord. Alors, je sais pas quel était le message que tu voulais faire passer, parce qu'avec un seul mot, c'était laconique, mais l'ego, c'est ce qui vous définit en tant qu'individu. C'est pas bien, c'est pas mal. Quand Sylvain, il veut faire preuve d'assertivité pour vendre un produit, Dieu merci qu'il a de l'ego. Dieu merci, il est capable de dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Julien, et en même temps, ma perception de la négociation, c'est ça. Et des fois, avec Sylvain, ou même régulièrement, quand on parle de négociation, on n'a pas les mêmes mots, donc on n'est pas toujours d'accord du premier coup. On a l'impression qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Le problème n'est jamais l'ego. Le problème, c'est le côté obscur de l'ego, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, il n'a pas d'oreille. L'orgueil ne peut pas écouter. Quand je suis submergé par cette notion d'orgueil, je ne suis plus en capacité d'écouter. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce que la nature a horreur du vide. Ben, je parle. Je fais preuve, dans le meilleur des cas, d'assertivité. Mais en tout cas, je vais essayer de convaincre l'autre que j'ai raison. Et convaincre porte en soi l'essence même du problème. J'essaye de vaincre de manière de plus intensive. Donc l'autre écoute non pas pour comprendre, mais pour répondre. Et donc, je m'empêche de vraiment comprendre le problème, je m'empêche de créer du lien, je m'empêche de ventiler les émotions. L'orgueil, c'est le piège. C'est pas l'ego. Et donc, en fait, c'est un peu le dilemme qu'on va avoir en négociation. C'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux avoir un accord? Et c'est rarement la même chose. Est-ce que je veux gagner le débat ou est-ce que je peux remporter l'accord de ma négociation? Et là où tu le dis avec, je suis entièrement d'accord, sinon, c'est que la négociation, le problème, c'est qu'il y a de l'incertitude. Donc en fait, c'est un élastique qu'on tend et on ne sait jamais à quel moment ça va lâcher. Sachant que le but, c'est pas d'obtenir un accord et d'obtenir le maximum de la situation, chacun va tirer à la hauteur de sa perception l'élastique le plus loin possible. Il n'y a pas de vérité, il y aura juste une perception qui fera office de vérité, qui fait dire je suis d'accord, j'ai gagné quelque chose, je suis satisfait ou j'ai l'impression de m'être fait avoir. Mais des fois, on peut avoir l'impression de s'être fait avoir et d'avoir fait une excellente négociation. Et inversement, des fois, on a l'impression d'avoir fait une super négociation. C'est pas la meilleure négociation. Donc en fait, déjà, c'est En tout cas, une super démonstration, mais où à la fin, ça ne signe pas. Alors qu'on avait l'impression d'avoir fait la démonstration parfaite. Ouais, mais même ça peut signer. Mais je veux dire, les gens généralement vont apprécier le succès de la négociation par rapport au fait qu'ils aient atteint ou non leurs objectifs. En disant, moi, le but de la négociation, c'est d'obtenir ce que je veux. Ce qui est faux. Le but de la négociation, c'est d'obtenir le maximum de la situation. Si je veux vendre à Eurydice pour 100 000, mais que vous avez un budget de 120 000, je peux avoir atteint ce que je voulais. Est-ce que j'ai fait une bonne négo? Je ne sais pas dire. J'ai laissé 20 000 sur la table. Maintenant, si je veux vendre à Eurydice pour 100 000 et que vous avez qu'un budget de 98 000, je pourrais avoir fait une superbe négociation sans avoir atteint ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette asymétrie d'information, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Sinon, ça serait trop simple. Vas-y, redis ta définition d'une bonne négociation. Enfin, l'intention qu'on va aller chercher, c'est obtenir le maximum de la situation tout en respectant notre interlocuteur. Et le mot, la deuxième partie est aussi forte, mon but n'est pas de maintenir la relation. Je ne suis pas responsable si je suis avec Sylvain Fantoni que tu sois heureux. Je ne cherche pas à être aimé. Pour ça, j'ai ma conjointe et j'ai mon fils. Je cherche à être respecté. C'est-à-dire que je n'essaye pas de porter de l'intention et de l'attention sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Moi, ce que je peux contrôler, c'est de te respecter. C'est-à-dire, c'est de t'apporter de la considération.
Toi, tu l'acceptes pas, ça ne m'appartient pas. Je ne ferai pas tout pour être aimé. En tout cas, je n'irai pas me compromettre et donc je n'irai pas chercher de compromis. Parce que le compromis, c'est la facilité pour dire bon, écoute, Sylvain, il est désagréable, je vais m'acheter la paix sociale et je te donne ça. Est-ce que ça va te satisfaire pleinement? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va me satisfaire pleinement? Ça, c'est sûr que non. Donc, en fait, j'essaye de contrôler ce que je peux contrôler, c'est-à-dire obtenir le maximum de la situation et respecter mon Alors, interlocuteur. ça m'intéresse, Julien, parce que je crois que c'était après avoir vu une de tes publications. Et j'avais tenté de m'approprier le concept et où tu avais expliqué que ne cherchez pas le compromis. Oui. Tu avais fait une vidéo, je crois, sur le sujet. Surtout en négociation, ne cherchez pas le compromis. Et ça m'avait hyper heurté parce que dans ma vision, dans ma perception et dans mon vocabulaire, le compromis, c'était la notion de concession-contrepartie qui est pour moi la base justement de comment on va fonctionner dans la négo. Est-ce que tu peux nous redire un petit mot là-dessus? Parce que quand c'est toi qui le dis, c'est hyper clair. Quand moi j'ai essayé, j'ai vu que les gens ne comprenaient pas tout à fait le concept. Alors, déjà, effectivement, comme beaucoup d'affirmations qui sont un peu clivantes, il faut mettre un peu de nuances. Là, on était sur un TEDx, effectivement, il est dans le top 5 des TEDx français, il a dépassé le 1 million de vues. Donc, il me fallait un titre un peu sulfureux. L'idée, c'est déjà de comprendre que le compromis, ce n'est pas une finalité en soi dans la négociation, c'est une option à la table de la négociation. Donc, il y a beaucoup de négociations, on n'est pas obligé de faire un compromis. Mais si tu reprends... Alors, attends, Julien, peut-être qu'on soit tous au clair, parce que je crois que la sémantique est au cœur de tout, à la fois pour comprendre et à la fois pour avoir des malentendus. Qu'est-ce qu'on appelle le compromis en négociation? Dans ton vocabulaire à toi, qu'est-ce que tu mets derrière le terme compromis? Une concession de contrepartie, c'est un échange. Un compromis, c'est qu'on coupe la poire en deux à un moment donné. C'est-à-dire, c'est l'histoire du roi Salomon qui, pour rendre la justice, tu as deux femmes qui réclament la possession d'un bébé. C'est une métaphore qui est vieille. Qui réclament la possession d'un bébé, chacun disant « je suis la mère ». Et le roi Salomon, pour rendre la justice, il va dire « je vais couper le bébé en deux ». Une femme accepte le compromis, donc accepte de récupérer la moitié, et l'autre femme fait la concession de dire « j'aime tellement cet enfant que je préfère le donner à l'autre femme ». Et le roi Salomon, de cette manière, identifie la mère de la personne qui avait fait semblant d'être la mère. Donc, en fait, pour moi, la concession et la contrepartie, ce sont le compromis, en fait, généralement, tu vas le faire sur un seul critère, qui va être un prix, qui va être un stock, un volume, où tu coupes vraiment cette poire en deux. Les concessions, les contreparties, c'est de dire, bah, écoutez, on est sur 6 semaines de facturation, moi, je veux bien accepter de rajouter une semaine ou d'en retirer une, mais en contrepartie, je vous demande autre chose. Donc, l'idée de la concession de la contrepartie, c'est de donner à l'autre quelque chose qui ne nous coûte pas beaucoup, mais qui va valoriser le référentiel de notre interlocuteur, et inversement, essayer de prendre à l'autre quelque chose qui ne lui coûte que peu et qui vient valoriser, nous, notre système de valeur. Mais bien Donc, évidemment, si je comprends bien ce que tu dis, Julien, c'est que dans la notion de compromis, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de concession de l'autre côté. C'est ça que tu dis. Il y a une demande qui m'est faite et moi, je l'accepte. Le compromis, tu es sur un seul critère, et ce critère, à un moment donné, tu vas le couper plus ou moins au milieu. Ça dépend. La concession, la contrepartie, c'est que tu vas avoir deux critères et tu vas avoir un échange. C'est plus clair ou moins clair? Non, mais j'aimais bien. Tu sais, je crois, de mémoire, tu avais pris l'exemple de la soirée foireuse où... Ah bah oui, mais ça, oui, mais c'est typiquement, oui, voilà. Et c'est sur un seul critère. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compromis, tu viens de te battre sur un seul critère, tu le coupes, et la concession, la contrepartie, bah, tu as plusieurs critères, tu viens échanger des choses. La soirée foireuse, bah oui, c'est de dire à ta femme, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Elle te dit, bah, moi, je vais aller au resto. Toi, tu lui dis, bah, moi, je vais aller au cinéma. Bah, tu vas au resto, tu prends une entrée, tu payes, tu vas au cinéma et tu regardes les 30 dernières minutes. Donc, le seul critère, c'est la temporalité, en fait, de la soirée. On l'a coupé en deux, la soirée. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire des concessions et des contreparties sur ces sujets-là. Dire, bah, on va faire deux soirées, une soirée au cinéma, une soirée au restaurant. Ou qu'est-ce qui est important pour toi d'aller quand tu vas au restaurant? Bah, ce qui est important pour moi, c'est de me reposer. Et toi, qu'est-ce qui est important quand tu vas au cinéma? Bah, c'est de m'évader, parce que le film, honnêtement, je m'en fous, je suis un petit peu fatigué. Bah, viens, je sais pas, on va se balader dans la rue, ou je sais pas, c'est stupide. Mais le compromis, c'est qu'on n'est que en surface et sur un seul critère. Mais je dis pas que c'est mal en soi. Je dis juste que dans beaucoup de négociations, on peut l'éviter. Clairement. Et dans d'autres négociations, ben, c'est des points de passage. Et puis, c'est une finalité, c'est pas grave. Mais plus tard, j'aborde la notion de compromis et plus je me permets de créer de la valeur.
Quand je rentre trop rapidement dans le compromis, je suis sur un processus de marchandage. C'est-à-dire que c'est une négociation sur un seul critère. Quand tu es sur une discussion qui part du pourquoi, c'est-à-dire qui est sur l'essence même de la négociation, dont on parle d'état final partagé, tu t'autorises à créer davantage de valeur. C'est plus simple de créer de la valeur, puis de la réclamer et de la répartir, que de rentrer directement par le compromis où tu es sur un processus de réclamation de valeur, et donc une victoire à la Pyrrhus ou un jeu à somme nulle pour ceux qui ont fait un peu d'économie. Ce que je vais gagner, tu vas le perdre inversement. Il y a Oui, d'autres options. et c'est la vision qu'ont malheureusement parfois beaucoup de gens quand ils abordent la négociation. D'ailleurs, Oui, mais on ne peut pas leur en vouloir. non, Parce que non, non. c'est archaïque. La négociation, quand je demande aux gens enfin, c'est quoi leur but, ils m'expliquent qu'ils veulent gagner. Ok, je veux gagner ou je veux du gagnant-gagnant. Génial. Dans quoi est-ce qu'on gagne? C'est-à-dire, Mais dans quelle situation est-ce que tu gagnes bah, dans la vie? si je suis Lorsqu'on perçoit qu'on gagne, tout simplement. C'est une idée de perception, le Ouais, mais fait de gagner. dans quelle situation de vie est-ce que vous gagnez? Dans un jeu. On gagne dans des jeux. ou en vente, si j'ai fait une bonne vente exactement dans les critères que je souhaitais et que l'autre m'a acheté, je peux ressentir ce sentiment. D'ailleurs, j'aime bien que tu parles du jeu parce que moi, j'ai toujours vu aussi le business un peu comme un jeu. Et je trouve qu'il y a cette dimension gagner au Monopoly produit un peu le même effet que signer un contrat dans les bonnes conditions. Voilà, mais signer un contrat. Est-ce que c'est gagné? On gagne au Monopoly, c'est un jeu. Un jeu, il y a une date de début, il y a une date de fin. Moi, les négociations que je mène, et je pense que sur de la vente complexe, c'est exactement la même chose, on est sur un infinite game, il n'y a pas de date de fin. Tu es engagé avec ton client, avec ton contrat. Donc déjà, c'est différent. Moi, les négociations que je mène, en plus, il n'y a même pas de règle du jeu. Je peux t'assurer que les gens qui sont en face de moi, s'ils peuvent me filouter, ils vont me filouter. Et quand on rentre dans le processus de vente ou de négociation en voulant gagner, inconsciemment, dans tous les jeux, il y a un perdant. Et donc, si je veux gagner, eh ben, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais me protéger, je ne vais pas partager de l'information. Je vais avoir des métaphores guerrières avec mon management de type on est des soldats. Enfin, toutes les métaphores que tu connais mieux que moi sur ce type de métier sales qui est très dur. Et on crée les conditions en traitant l'autre comme un adversaire pour entrer dans une dualité. Je pense qu'il y a une autre manière de voir ce système-là, qui est de dire mon but, il n'est pas de gagner ou de perdre, il est juste d'obtenir le maximum de la situation et de respecter mon interlocuteur. Mais Alors, on profite ici de Michel, peut-être, qui a une question Alors, ou une remarque. Une remarque. Dans une négociation, on négocie avec un potentiel client. OK. Oui. Et là, il n'est pas forcément question de gagner, mais on est confronté à de la compétition. Mhm. Et là, il faut gagner. Donc, faire une vente, c'est gagner une affaire parce que la compétition est présente et construire un succès avec un client potentiel. J'ai l'impression qu'on oublie dans cette discussion la compétition. Et le mot gagner, il est là parce qu'il y a la compétition. Alors, ça ne me dérange pas Michel, merci pour la remarque, ça ne me dérange pas de dire que j'ai gagné contre mes compétiteurs. Mais est-ce que j'ai gagné avec le client? Je ne sais pas dire, mais j'entends, si on est dans une compétition sur une réponse à appel d'offres, oui, j'ai gagné par rapport à la concurrence qui s'est positionnée comme moi. Est-ce que j'ai gagné la vente dans l'absolu avec mon client? Voilà. Moi, je ne parle pas de gagner la vente avec le client. Je dis le terme gagner, il existe parce que la compétition est là. Je suis d'accord, ça fait sens. Ça fait sens. Il y a un succès commun avec le client. Et en y repensant, Michel, effectivement, c'est souvent ça qu'on se dit. Quand on signe le deal, on sait qu'on a été plus fort que son compétiteur et donc que si on était dans un jeu, c'est l'équivalent d'avoir gagné. Alors, Julien, peut-être pour avancer un petit peu sur la thématique, qu'est-ce que tu utilises toi en plus de ce qu'on vient de dire? On retiendra effectivement cette notion d'empathie, mais de réelle empathie où je comprends à la fois mes sentiments et ceux de mon client. Et est-ce que la PNL, par exemple, dans toi qui es sur cette expertise de négociation, est-ce que PNL et AT sont des sujets omniprésents ou plutôt anecdotiques finalement? Non, c'est omniprésent. Enfin, la programmation neurolinguistique, c'est Grinder et Bandler. Tu as un mathématicien et un linguiste qui reprennent une grosse partie du travail d'Erickson. C'est une très bonne base. Après, comme beaucoup de choses, c'est les dérives qui ont eu lieu dans le management ou dans la vente en PNL. Je me gratte le nez et tout ça. Ou je regarde en haut à droite, en haut à gauche. Donc, c'est
Ça ne fonctionne pas et c'est prouvé. Qu'est-ce que tu gardes, toi, qu'est-ce que tu gardes de la PNL et qui te semble applicable à la négo? Pourquoi un jeune commercial? Puisque c'est vrai que nous, on a souvent face à nous un public de jeunes commerciaux, voire de futurs commerciaux. Pourquoi un jeune commercial a intérêt à s'intéresser à la PNL? Qu'est-ce qu'il y a à en extraire pour le mettre en œuvre dans des négociations? Une meilleure manière de communiquer, et puis il faut absolument, enfin, le truc pour moi qui est le plus utile à mon niveau dans la PNL, c'est le recadrage. Recadrage de contexte ou de sens. Il faut regarder les travaux notamment de Robert Dilts avec Slate of Mouth, qui t'explique comment tout recadrer. Et c'est extrêmement passionnant. C'est, pour faire la métaphore, c'est est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou est-ce que le verre il est 2 fois trop grand? Et en fait, c'est exactement ça. C'est les 2 gros recadrages qu'on va avoir dans la vente ou dans la négociation. C'est-à-dire que l'autre nous dit quelque chose, on ne nie pas. C'est qu'on propose un autre cadre en disant, ben, OK, l'impact, il est là, mais l'intention était différente, en recadrage de sens, ou c'est différent dans un autre contexte ou dans une autre époque, si tu prends de la hauteur. C'est trop cher. Bah oui, c'est vrai qu'on est plus cher à l'instant T. Néanmoins, dans 1 an, quand vous aurez un problème et que vous aurez un support qui ne fonctionne pas, c'est quoi les conséquences pour votre activité? Ah bah c'est pas si cher que ça. Donc recadrage de contexte, tout simplement. Ok, c'est ça. En fait, ça ressemble presque un peu, techniquement parlant, au reframe de Challenger Sale. On change, on déplace un petit peu la perception des choses en allant Oui. sur des nouveaux terrains. Mais c'est très américain, c'est-à-dire qu'on fait du neuf avec de l'ancien et des fois peut-être même un peu mieux. Mais c'est clair, le reframe, c'est juste un recadrage. Exactement. Donc en PNL, on se dit les choses importantes. Est-ce que pour toi, parce que moi en PNL, effectivement, je suis de ton avis, je crois que notre métier est un peu trop complexe. Et en plus, ça s'est avéré finalement pas tout le temps vrai, cette histoire, les yeux à gauche, les yeux à droite, en bas, en haut. Mais c'est faux. Je réfléchis, je crée, enfin bref. Par contre, moi, je parle beaucoup de synchronisation. Est-ce qu'en égo, la synchronisation est un sujet important selon toi? Oui, mais bien évidemment. En fait, pour une raison qui est très simple, c'est que si tu veux, je vais t'expliquer ma démarche. Dans beaucoup de ventes et dans beaucoup de négociations, on va te mettre en avant cette notion de confiance, en disant que la confiance est primordiale, ce qui est faux, déjà. Tu prends la Chine et les États-Unis, c'est les 2 pays qui commercent le plus au monde en valeur et en volume. Est-ce que les Chinois ont confiance dans les Américains et les Américains ont confiance? J'en suis pas sûr. Et puis il y a le contrat qui est là pour ça. Donc la confiance, elle permet la performance, mais elle n'est pas obligatoire. Là où il y a un problème généralement, c'est que les gens vont insister dans leur processus de vente pour que l'autre ait confiance en soi, en nous, pardon. Ce qui est une erreur, à mon sens, et je reprends notamment une partie du travail d'Éric Blondeau là-dessus. Il vaut mieux faire un focus pour que l'autre n'ait pas peur que pour qu'il ait confiance. Et c'est pas la même chose, parce que la confiance, c'est de l'ocytocine, la peur, c'est de la noradrénaline et de la cortisol. Et donc les deux vont pas ensemble. Donc vaut mieux que l'autre n'ait pas peur, et après il aura confiance, que de vouloir faire un focus sur la confiance. Excuse-moi, Julien, est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu? Parce que c'est subtil. Là, je sens qu'on est sur un sujet vraiment intéressant et subtil. Qu'est-ce que tu fais comme différence fondamentale dans ce que l'on fait entre les actions du sales, et essayons de le rendre très applicatif pour nos commerciaux? C'est quoi la différence entre essayer de donner confiance et blague à part, moi-même, quand je t'entends dire que la confiance n'est pas nécessaire dans la vente, waouh, ça m'interpelle, parce que surtout dans la vente de solutions, quand on vend des logiciels, quand le mec n'a pas confiance, tout est compliqué. Donc, explique-nous bien la différence entre le fait de générer de la confiance versus éviter que l'autre ait peur, parce que vraiment, la différence me paraît subtile, et quelles sont les actions qu'on associe à ça? La confiance, si tu veux, c'est un sentiment de vulnérabilité, d'interdépendance à l'autre. Quand tu as confiance, tu te mets dans cette position de vulnérabilité, d'interdépendance à l'autre. Tu reprends le travail de Valérie Neveu, c'est un construit relationnel, c'est quelque chose qu'on doit alimenter. L'erreur, il est dans le focus de prime abord. Il est dans cette volonté que l'autre ait confiance en toi. Mais l'autre, dans un début d'interaction, il ne peut pas avoir confiance parce qu'il a peur. Cette peur, c'est cette émotion primaire qui nous a permis pendant des millénaires de survivre. Donc forcément, dans un début d'interaction à l'autre, j'ai peur. J'ai peur de me faire avoir, j'ai peur si je signe de ne pas avoir un bon accord, j'ai peur de me prendre une mauvaise décision, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai tout ça. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir absolument travailler cette ocytocine, qui est cette hormone de la confiance et du lien social, si chez l'autre, il y a ce cortisol et cette noradrénaline. Et oui, cette noradrénaline. Donc en fait, il vaut mieux diminuer ça,
en rassurant notre interlocuteur, en diminuant la peur, pour que de facto, la conséquence soit l'apparition de la confiance à moyen long terme. Et comment est-ce Ok, qu'on fait ça, nous, dans notre travail? C'est tout simplement en laissant de la sécurité et de la liberté à notre interlocuteur. C'est-à-dire qu'on part du postulat que plus on essaye de closer, à l'ancienne surtout, et plus on augmente le principe de réactance de notre interlocuteur, plus je vais insister, plus il va résister. Plus je lui laisse du libre arbitre, et alors là, il y a des très bons ouvrages français, je pense notamment à Nicolas Guéguen, 2003, qui est breton, plus je lui laisse la liberté de sortir du processus de négociation, de ne pas être d'accord, et plus j'augmente, statistiquement, entre 15 à 50% l'engagement de l'autre. C'est énorme. Qui aime se faire closer sur cette planète? Là, je pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur et on le voit. Le closing déplaît à tout le monde, fait perdre en crédibilité au final et stresse l'interlocuteur, alors que c'est quand même un des fondements, citons-les joyeusement, de nos amis éditeurs de logiciels qui résonnent tous par cette notion de closing et de quarter. Mais toujours centré sur eux, pas sur les autres. Clairement. Ça fait des négociations, parce que normalement, quand on négocie, et tiens, je te pose la question, Julien, est-ce que la négociation est un processus agréable? Ça dépend. C'est compliqué. Alors, la négociation, juste un petit point pour tout le monde. L'avantage de Julien, c'est que c'est T'as vu où je voulais en venir. Négociation. Tu as évoqué tout à l'heure la Chine et les États-Unis, les accords de Bretton Woods, un DRH qui a des accords sociaux à mettre en place. Tout ça, c'est la négo. Nous, c'est vrai qu'on focus un petit peu sur la négociation commerciale. Est-ce que, selon toi, la négociation commerciale est ou peut être un processus agréable? Ça dépend sur quoi tu te concentres. Sur ce que tu peux contrôler ou sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est une grosse différence. Ça veut dire que si je me concentre... qu'est-ce que je contrôle dans la négociation? Est-ce que je contrôle le fait que l'autre me dise oui? Non. Est-ce que je contrôle le fait qu'il s'engage sur telle valeur, tel volume? Non. Est-ce que je contrôle le fait qu'il signe avant le 31 décembre parce que c'est ma clôture? Non. Et en fait, je ne contrôle rien des conséquences de ma négociation. La réalité, c'est accord ou pas accord, je ne le contrôle pas. Je l'influence, mais je ne le contrôle pas. Plus je vais donner de l'importance aux conséquences de ma négociation, moins je serai bon négociateur. Plus j'aurai besoin d'avoir un accord, moins je serai bon négociateur. Le besoin tue en négociation. Donnez-moi des sports, ceux que vous voulez. Sport. Rugby, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. La France contre les All Blacks. Et il y a 30-30. Non, il y a 29 pour la France, 30 pour les Blacks. C'est la dernière minute. Et là, j'ai une pénalité. Et si je marque la pénalité, on est champion du monde. C'est l'histoire d'une vie de sacrifice et en plus de mettre une fessée aux Blacks en finale. Ma femme va me trouver génial. La presse va me trouver incroyable. Le stade va être en effervescence. Dans une semaine, j'aurai gagné assez d'argent pour avoir des mojitos sur un coucher de soleil. Si j'ai tout ça en tête au moment de frapper, je ne suis pas un expert de rugby, mais je ne suis pas sûr que je le mette. Maintenant, si je me dis, si j'en suis à ce niveau, c'est que ce coup de pied, je l'ai dû le faire des dizaines de milliers de fois. Je suis tout seul. Je suis comme à l'entraînement. Les 2 pieds ancrés dans le sol et il n'y a rien d'autre qui compte que mes pieds, moi, le ballon et les 2 poteaux. Je crée les conditions les plus favorables pour réussir. Tu vois, plus j'ai besoin d'avoir un accord, plus l'enjeu est important, moins je serai bon négociateur. La réalité, c'est que j'ai besoin de manger, de boire, de respirer, de dormir. Et si j'ai pas ça, je meurs. Maintenant, si je te mets la tête sous l'eau, Sylvain, pendant 1 minute et que tu ne peux pas respirer, tu vas commencer à te débattre. Ton cerveau va sécréter du cortisol, de la noradrénaline, qui vont mettre certaines fonctions de ton corps en latence pour gagner quelques secondes de survie. Tu es en train de perdre le contrôle de ton corps pour survivre. Croyez-moi, quand vous rentrez en négociation et que vous dites « j'ai besoin d'avoir un accord », vous êtes en train de créer les connexions dans votre cerveau pour ne pas être la meilleure version de vous-même. Et pour rater votre négo. Moi, on kidnappe mon fils de cette assemblée, je ne connais pas le niveau des personnes qui est là, je serai le plus mauvais négociateur. Et donc, nous, on a un adage qui est très fort là-dessus, c'est qu'on doit avoir la motivation et la discipline de réussir. Bien évidemment, on va être des morts de faim, mais jamais le besoin. Et à partir du moment où j'ai le besoin, ça devient compliqué. Et là, pour répondre à ta question, je ne prends pas de plaisir. Regardez les sales qui ont fini leur année 2 mois avant l'année. Ils marchent sur l'eau. Alors eux, ils vont me dire que la vie est les meilleures affaires. Ils signent les meilleures affaires de l'année. Et demande-leur s'ils aiment leur métier.
Ils vont te dire que leur métier, il est génial. Ils kiffent. Maintenant, tu mets le même sales, le même, en situation d'échec. 2 mois avant, comme dirait Rocky Balboa, il pue la défaite. Et tout ce qu'il va faire, ça va pas être bon. Ça Et va, tu vas lui dire, est-ce qu'il est sympa ça ton va. métier? Il va dire, oh là là, et la négociation commerciale, ouais, c'est cool à certains moments, mais là, je sais pas ce qui se passe, c'est dur. Parce qu'il en a besoin. Si on est pris en otage par nos peurs, on ne sera jamais le meilleur négociateur dans la situation. Attention, c'est dur que de se poser ces questions. Et je crois que tu as raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas assez de coaching psychologique des gens qu'on envoie en égo. Autant je pense que les gens du RAID sont hyper suivis, hyper coachés. Autant je pense que, d'ailleurs, je pense à ma propre expérience. Ouais, mais à part, vas-y, il faut ramener le contrat. C'était quand même le max du coaching psychologique qu'on avait. Erwan, tu voulais dire quelque chose? Je finis juste mon Vas-y. sujet, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, pour partager très régulièrement avec gendarmerie et police, ils ont des engagements de moyens, pas de résultats. On leur demande pas de faire 100% de reddition à la voix. D'ailleurs, ils ont 2 armes à leur disposition qui sont la négociation et l'intervention tactique. Les meilleurs, en moyenne, ils sont à 80% de reddition à la voix. Mais on leur demande un engagement de moyens, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être extraordinaires dans l'ordinaire de leur négociation. Mais accord ou pas accord, ça ne dépend pas d'eux. Tu vois? C'est comme un Et je sportif. pense qu'ils arrivent à se départir de cette pression. Mais Erwan, tu mets un négociateur du RAID et tu kidnappes son fils, je peux te dire que ça ne sera pas le meilleur dans la salle. Alors, Non, parce que comme je suis sur un autre sujet, je voudrais juste conclure, parce qu'il y avait Anthony qui avait une question et qui était dans la foulée de celle-ci, sur justement comment sortir de cette situation de peur en négociation. Alors là, l'approche que tu donnais, à mon avis, sur le buteur est la bonne, mais peut-être une petite précision sur le sujet. Et moi, j'aurais un autre sujet Je vous donne mon tips, mais vraiment, que je ne partage même pas par écrit. Je pose toujours les 3 mêmes questions. De quoi vous avez peur si vous n'avez pas d'accord? Et en fait, la réponse, d'une certaine manière, on s'en fout un peu. La deuxième question est plus intéressante. De quoi vous avez peur quand vous avez peur de ne pas avoir d'accord? Et on oblige notre interlocuteur à prendre de la hauteur sur ce qu'il est en train de vivre. Et le troisième, c'est de dire, quel est le bénéfice que vous pourriez avoir à ne pas avoir d'accord? Et moi, quand j'accompagne un chef d'entreprise, la troisième question, elle va le perturber. Non, mais attendez, Julien, c'est pas compris. Si j'ai pas d'accord, je ferme la boîte. C'est la fin. D'où ma question. C'est pas qu'on s'est pas compris, c'est que vous n'avez pas compris la question. Quel est le bénéfice? Parce que quand je vous écoute, ça fait 2 ans que votre boîte, elle vivote. Votre femme, elle sait même plus à quoi vous ressemblez. Vos enfants, ils connaissent pas votre prénom. Et c'est une pression et un stress de tous les instants. Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête quand vous aviez monté la boîte? Non. Donc, quel est le bénéfice que vous avez à ne pas avoir d'accord? Tant que l'autre est otage de ses peurs, ça va l'impacter dans son processus de négociation. On est obligé de l'accompagner à cette prise de hauteur. Et à partir du moment où il n'en a plus besoin, mais il en a envie, il peut négocier. Souvenez-vous la définition de la négociation. Trouver un accord avec quelqu'un qui peut dire non. Si je ne peux pas dire non, je ne suis pas dans de la négociation, je suis dans un processus de soumission. Je ne peux pas demander à ce que l'autre me respecte en négo si je ne me respecte pas. Comment est-ce que je respecte mon interlocuteur en négociation? Je lui laisse la capacité de me dire non. C'est un grand garçon. Sans toi de me faire un retour négatif si tu n'es pas d'accord. Comment je me respecte? Je garde la capacité de lui dire non. Et pleinement. Petite remarque de Stéphane, parce que je sais que ça va être sur ce sujet-là, et je viendrai à ma question après sur un autre sujet. Stéphane. Au-delà c'est pas une remarque, je pense que la solution, Julien l'a donnée tout à l'heure. Comment on fait pour pas avoir peur? Il faut aller la travailler, il faut aller voir des gens qui sont spécialisés pour ça. Le truc est quand même juste incroyable. Moi, pour intervenir dans les entreprises depuis des années maintenant, l'émotion la plus fréquente, que ce soit en sales, que ce soit en management, c'est la peur. On a tous peur de passer pour une quiche, de ne pas être compris, de ne pas être aimé, etc., etc. Elle est juste hallucinante, cette émotion. Et dans un process de vente, il faut partir du principe qu'on est sur un pied d'égalité avec la personne qui est en face de nous. Pied d'égalité au sens où on a peur tous les deux. Il y a juste des différences qui existent entre un vendeur et un acheteur. C'est que le vendeur a fait le choix d'être prestataire. L'acheteur, il a fait le choix d'être client. Ça induit une différence, c'est que en face, l'acheteur a l'argent, moi j'ai la solution. Et qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, je devrais rentrer dans un processus de soumission par rapport à la personne qui a l'argent? Moi j'ai la solution.
Juste incroyable cette histoire de peur. Allons travailler ça chez les psys. Merci Julien pour la Merci proposition. Stéphane. Non, il y en a un qui va avoir peur de ne pas signer et l'autre qui va avoir peur de signer. Exactement. ça. Et nous, on va la questionner, cette peur. De quoi vous avez peur si on avait un accord? Et ça se questionne. De toute façon, l'étiquetage émotionnel, c'est les travaux de Lieberman 2002. L'émotion, on ne peut pas la diminuer si on la met sous le tapis. On est obligé de la ventiler. Donc, on est Mais obligé c'est vrai, d'aider l'autre à mettre des mots, ce qu'on va appeler une c'est une question qu'on introspection. pose. C'est une question qu'on pose très rarement, Julien. De quoi avez-vous Bah, ça peur si demande on du se demande courage. Mais ça Non, demande mais du courage, bien elle est évidemment même qu'on pas, la pose pas. elle est pas évidente en soi, quoi. C'est pas une question qu'on se dit, tiens, dans mon stack de questions pertinentes, celle-là, elle me vient pas tout de suite, quoi. Alors, juste, Mais je préfère, mais Erwan, bien sûr, est-ce mais que parce que ça demande du courage, Sylvain. C'est plus simple de t'expliquer que j'ai 10 gigas de batterie ou qu'il y Ouais, en bien a sûr. pour. Parce que je connais la réponse. Quand je te pose Attends, cette Julien, question, parce que attends, Julien, je vois que le temps passe. Erwan, est-ce que ton sujet était lié aux nouvelles techno, intelligence artificielle? Alors, pas tout à fait, mais elle va être très courte. C'est plutôt sur. Mais je sais que tu vas être capable de faire le lien. Ok. Non, elle est très courte. Ça vient sur la question générique de la négociation. Alors, il se trouve que je suis sociologue de formation Super. et tu vas comprendre pourquoi, du coup, je fais cette question-là. C'est que là, tu mettais sur le même plan que ce soit négocier avec sa femme, négocier avec un terroriste ou négocier en entreprise, par exemple. Enfin, Sur la sur le même plan, mécanique. au sens, sur la mécanique de décision, Mmh. évidemment. Mais justement, souvent, les sociologues, eux, vont considérer qu'il y a des contextes précis, ce qu'on appelle des espaces, qui ont justement aussi leurs propres règles, même si la mécanique de décision est peut-être la même, mais avec des règles qui vont influencer ces espaces-là. Bon, je pense à Pierre Bourdieu, mais peu importe. Et je me disais, quand Sylvain te posait la question, tu sais, par exemple, en ESN, chez un éditeur ou dans un autre secteur, considérer que justement la mécanique de décision serait la même, sans tenir compte parfois qu'il y a aussi des espaces dans lesquels on négocie pas toujours de la même manière. Alors, pour prendre quelque chose qui est compréhensible de tous, c'est facile. Tu sais, parfois, il y a l'image de dire, par exemple, si tu achètes quelque chose sans avoir négocié, tu vas manquer de respect à l'autre parce qu'il n'y aurait pas eu un peu tous ces échanges avant qui amènent à ça. Donc, ma question est simple, c'est comment tu tiens compte des contextes, j'allais dire, historiques de certains espaces ou de certaines entreprises avec ses habitudes, et est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la négociation? Et Ouais, on verra pleinement. du coup ce que ça change avec l'intelligence artificielle ou les écrans, les nouvelles technologies. Non, pleinement, Erwan, et merci pour la question. Dans le meilleur des cas, Glisser en fond de. non, mais dans le meilleur des cas, tu vas Je t'en avoir un prie. mandat. Donc, c'est le mandat que ton éditeur t'a donné. Dans le pire des cas, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle, nous, dans notre travail, un log social. Et William Ury va parler de third side. Quand tu vas négocier ta lampe marchandée sur un souk et que tu n'as pas marchandé le prix, en fait, que tu manques de respect ou pas à ton interlocuteur, tu t'en fous. Tu l'as acheté, tu le voulais, voilà. Par contre, et tu as pas de mandat, moi j'étais tout seul à marchander ma lampe. Voilà. Par contre, quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas dire à tes copains: «Oh là là, regardez cette bouteille, je l'ai achetée, elle était à 100 dirhams, je l'ai eu à 100 dirhams». Là, tu as un log social, tu as un first side et il va falloir leur expliquer à quel point tu as été bon ou pas bon. Il va falloir vendre ta vente à ton écosystème et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que dans beaucoup de négociations, c'est quelque chose qu'on n'identifie pas. C'est le groupe d'appartenance en sociologie de ton interlocuteur et comment est-ce qu'il va justifier sa prise de décision à ce groupe d'appartenance. Donc bien évidemment qu'il va falloir l'identifier parce que là, il y a des règles sur l'influence, des règles tacites ou pas tacites, sur les espaces de collectivité de notre interlocuteur. Donc il faut les identifier et il faut voir dans quelle mesure ça impacte, ça influence la mécanique de décision de notre interlocuteur. Alors, on revient peut-être sur la question avec Sylvain ensuite, du lien aujourd'hui Oui, avec parce les que là, je nouvelles. vois qu'on bon, on pourrait, le problème avec Julien, c'est qu'on pourrait passer des heures à t'écouter et à parler de négo avec toi. Gentil. Il nous reste quelques minutes et on n'a pas évoqué un sujet qui est quand même intéressant, puis qui est dans ton actualité, qui est l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Impact, pas d'impact, bullshit, pas bullshit. Comment tu vois les choses, sachant que tu es évidemment un peu de parti pris sur le sujet? Ouais, alors déjà le premier truc, c'est que en un week-end, 2 week-ends, tu as plus d'innovation sur ce domaine qu'en 10 ans, 20 ans, il y a sur les dernières années. Donc, on est sur quelque chose d'exponentiel et le cerveau a du mal à comprendre le côté exponentiel. Donc ça va extrêmement vite. Il y a une phrase de Kate Johnson que j'aime beaucoup, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les négociateurs,
elle remplacera ceux qui ne l'utilisent pas. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas une finalité, c'est un moyen. Si tu es moyen ou si tu es mauvais et que tu utilises l'intelligence artificielle, tu seras moins mauvais. Et si tu es bon, tu seras meilleur. L'intelligence artificielle, j'étais lundi et mardi à Casablanca, je rentre à l'instant de Casablanca, on l'a testé. Alors sur des simulations qui étaient écrites, c'était pas complexe, c'était compliqué avec des échantillons qui n'étaient pas assez significatifs. Mais on s'est rendu compte qu'entre les deux groupes, ceux qui utilisaient l'IA et ceux qui ne l'utilisaient pas, ça leur permettait de gagner du temps sur la préparation et d'être un peu plus créatifs sur les alternatives. Après, la réalité, dans la conduite de la négociation, ça ne change pas grand-chose. Mais quand tu sais que 70%, 80%, 60%, chacun mettra les stats d'une bonne vente ou d'une bonne négo, ça correspond quand même à sa préparation. Quand tu gagnes du temps et que tu es plus créatif sur ta préparation, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'on en revient toujours à cette notion de psychologie sociale. Tu peux avoir un copain qui te dit, je sais pas, moi mon manager, je suis sous en ce moment, mon manager m'a donné un appel d'offres et puis il n'arrête pas de me donner du travail supplémentaire, je sais pas comment lui dire non. Tu vas le coacher, tu vas dire, écoute Sylvain, quand elle te dit ça, fais preuve d'assertivité, dis-lui ça, ok, tu l'as coaché. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et son manager va le voir et il dit, écoute Frédéric, là, il faut que tu fasses ça prompto et puis n'oublie pas l'appel d'offres. Et là, ton pote que tu as coaché, dans sa tête, il a la phrase. Ok, je dois faire preuve d'assertivité. Je dois lui dire ça. Et dans sa bouche, il y a ça qui se passe. Ok. Et il part en surcharge à terme. Mais il y a une différence entre savoir ce qu'on doit faire et être capable de l'appliquer dans un environnement qui est stressant, avec la peur du rejet, avec la peur de casser l'accord et tout ça. Donc l'intelligence artificielle, c'est une aide, ce n'est pas une finalité aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on a développé un outil qui s'appelle négociation.ia, qui est encore gratuit là, pendant 1 mois. Donc testez-le, c'est le premier outil au monde d'aide à la décision qui repose sur l'intelligence artificielle, enfin de négociation. Et on l'a testé avec la gendarmerie, on l'a testé avec différents clients. Pour l'instant, sur les premiers retours, c'est qu'on s'aperçoit que ça permet d'ouvrir un champ des possibles pour quelqu'un qui ne sait pas du tout négocier, et de gagner du temps sur sa préparation. Si déjà, ça participe dans 90% de nos négociations du quotidien, qui est de dire, j'ai un collègue qui ouvre la porte, je veux acheter un bien immobilier, je veux poser mes vacances, à fluidifier. On a même vu une DRH qui nous a dit, ça pourrait faire sens sur la qualité de vie au travail. Et là, c'est fondé sur quoi? C'est sur des scénarios éventuellement d'enchaînement ou c'est fondé sur… Alors, on reprend l'API de ChatGPT sur lequel on commence du learning machine. Et en fait, on a créé des scénarios, des prompts qui vont nous permettre, à travers tout notre travail de recherche, d'aiguiller la réponse dans un sens ou plutôt dans un autre. Et donc, en fait, tu définis ton interlocuteur, ta situation, ton objectif dans le meilleur des cas, et puis après, ça va te donner les questions pour influencer, tes stratégies argumentatives, tes phases de découverte, ton pitch, tes options, tes lectures complémentaires. Tu as toute une liste de boutons que tu peux activer qui vont t'aider sur le souhait que tu veux. Donc, en gros, pour toi, Julien, si on résume, la réalité, c'est que tu ne pourras pas demander à ChatGPT ce qu'il faut répondre au monsieur en pleine négo. Ça, on en est tous conscients. Ou que c'est vraiment un outil qui va permettre d'être plus efficace, plus productif et plus créatif sur la partie préparation qui est, et je crois que pour le coup, il y a un consensus absolu, 80% du succès d'une négo. Le talent joue quand même. Tu peux même préparer tes réunions. Tu peux même préparer tes réunions, tu peux faire plein de choses. Mais après, la réalité, c'est que le plan ne résiste pas à la bataille. Et donc, tu as besoin de remonter tes manches et on aura toujours besoin de personnes comme nous. Sauf sur de la vente transactionnelle extrêmement simple. Question intéressante. Je vais répondre à notre ami Jean-Philippe. Jean-Philippe nous dit, mais si tu es en visio, très subrepticement, tu peux utiliser ChatGPT. Je crains, mon cher Jean-Philippe, que si tu es en train de réfléchir à des prompts hyper intelligents en pleine négo, en plein échange humain, je pense que ce que va t'apporter le résultat du prompt, tu l'auras perdu de toute façon. Alors, il n'y a que Jean-Philippe qui a une telle agilité à pouvoir faire 3 trucs en même temps sur le sujet. Peut-être que toi, tu vas y arriver. Jean-Philippe. Non, effectivement, je parlais aujourd'hui avec une société basée à Grenoble qui est un sous-traitant de La Poste. Demain, je suis au B2B Summit et j'anime une table ronde avec le directeur commercial de La Poste. Et en fait, le débat, c'est que on peut avoir des IA qui écoutent une conversation, avoir une retranscription en temps réel et proposer des choses. Disent, n'oubliez pas de parler de ça. Attention, vous avez manqué ça en temps réel. Donc,
c'était provocatif, c'était provocant de ma part, Sylvain, d'écrire ça, Non, mais non, c'était pas techniquement idiot. En tout cas, je ne le bloque pas. Je réfléchis depuis un moment à ces possibilités-là et c'est pas complètement impossible de voir des choses où, pendant une négo en visio, où on ne voit pas ton écran, on pourrait suggérer des choses au commercial en live. Alors, C'est ceci pas dit, complètement dingue. Mais bon, Jean- c'était une parenthèse, c'était non, pas mais fait pour. Jean-Philippe, pour faire une je dirais pas les- correspondance qui va être étonnante, c'est, tu sais, ça me fait penser aux journalistes ou débatteurs, enfin, ou ceux qui animent des débats. Oui, Et oui, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'oreillettes pour mener. bien Or là, sûr. souvent, quand ils mettent, pareil, ils ont plein d'informations pour dire, tiens, tu devrais faire ci, faire ça. Et peut-être que ça va développer d'ailleurs une nouvelle agilité sur cette capacité à peut-être aussi le gérer en direct. Ah oui, oui. Gérard Depardieu tourne ses films avec une oreillette parce qu'il apprend pas tous les dialogues. Exactement. Mais bon, pardon, je voulais pas non, mais rentrer aucun trop dans le souci. débat. C'est une piste Non, non, puis en d'exploration. plus, c'est bien parce que pour une fois, effectivement, tu as posé le débat tout de suite, Julien. On ne se pose pas la question de est-ce que ChatGPT va remplacer les négociateurs. On n'y croit évidemment absolument pas. Mais je trouve vraiment que cette phrase de dire non, elle ne va pas les remplacer, mais elle va remplacer ceux qui ne l'utilisent pas, je crains pour le coup que ce soit une réalité, ne serait-ce qu'en termes, non pas en termes de qualité de ce que l'on produit, mais tout simplement de productivité. Si quelqu'un met 1 heure à préparer toute sa négo, quand toi, tu y passes 6 heures, mécaniquement, il va devenir plus fort que toi. Clairement. Alors, petit point, parce qu'il y a pas mal de questions là qui arrivent en même temps. Alors, on arrive sur la fin, on va essayer de piocher un tout petit peu de temps, mais on avait dit une petite heure. Alors, sachez pour ceux qui demandaient pardon, des références que ce Sales Talk est enregistré et vous pourrez le regarder et notamment toutes les références qu'a pu donner Julien, le revoir sur le live. Je pars de la dernière question de Frédéric, je crois, c'est parce que c'est intéressant sur la question des émotions, puisqu'il y a eu plusieurs remarques et sur la capacité des IA à comprendre ou percevoir ces émotions, notamment. Nous, on a créé un prompt qui permet de faire de l'assessment. Donc l'IA, en fait, donc on met la situation et c'est vraiment bluffant, hein. Ça nous dit, bah, là, il y a de la frustration 2 sur 5, là, il y a de la colère 3 sur 5, là, c'est de la surprise et vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Enfin, comprendre, c'est un grand mot, c'est que l'IA, en fait, elle repose sur une base de données qu'elle interroge et puis elle fait des statistiques et elle dit probablement l'émotion qui est la plus probable pour le coup, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle comprend? Je ne sais pas dire. Est-ce qu'elle est capable d'extrapoler et d'avoir des probabilités? Oui, ça c'est clair. Et Frédéric, si on reprend l'exemple de la visio de Jean-Philippe, là pour le coup, ce qu'on sait, c'est qu'une IA, si tu lui donnes toutes les règles de la synergologie, c'est-à-dire que tu la gaves de synergologie, évidemment qu'elle va être capable en temps réel de te faire des alertes. Oh là, attention, il est en colère. Oh là, attention, il a peur. Oh là, attention, il est en train de ci. Ah, émotion positive, il rentre dans votre truc. Je suis convaincu qu'on pourrait avoir des écrans avec des codes couleurs très forts qui nous aident à. Bien sûr, ça existe recadrer. déjà. Ça existe déjà. Tu as quelqu'un qui a travaillé dessus, Camille Sroir, qui a vendu un référentiel comme ça. Bon, ce qui est sûr en tout cas, parce qu'on ne pourra pas faire le tour effectivement ce soir, on a déjà débordé un petit peu. Pas en synergologie, c'est juste, il ne fait pas de la synergo, il fait de la psychologie détection du mensonge. Je ne voudrais pas que ça soit mal perçu. Pardon. Oui, mais on est sur les mêmes grands concepts. Et ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce que tu as dit est très vrai. C'est totalement exponentiel. Je rappelle qu'au mois de novembre 2022, tout ça n'existait pas. Bien sûr. Et que quelques mois après, tout ça est une évidence que des business entiers tournent sur ces plateformes. Donc, j'ai envie de vous dire, stay tuned. Il va se passer des choses et comptez sur Eurydice en tout cas et sur des invités comme Julien pour donner des clés pour décrypter un petit peu toutes ces évolutions. Et Julien, oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, si je peux ajouter un truc, c'est que dans cette extrême technologie qui est en train de se mettre en place, dans cette extrême intelligence artificielle, ce qui fera la différence demain, et ça c'est ma perception, c'est plus le pourquoi de ce qu'on vend, mais c'est le qui. C'est même pas le quoi. C'est-à-dire que dans cette extrême technologie, ce que je vais vouloir acheter, c'est Sylvain. C'est Erwan, c'est Stéphane. Les gens n'achèteront plus de négociations, ils achèteront Julien Pellabert. Les gens n'iront pas chercher un coach sportif, ils iront chercher Philippe. Et c'est ça qui va nous différencier, paradoxalement, c'est ce côté très, très humain. En tout cas, un immense merci, Julien. C'était, je crois, un sales talk de haut vol. J'ai l'impression que tu seras peut-être obligé de revenir parce que j'ai l'impression qu'il va falloir une saison 2 ou 3 ou des épisodes, en tout cas,
pour essayer d'étendre la discussion. Avec En grand tout plaisir. cas, merci encore et on rappelle que via ton institut de négociation et ceux qui veulent s'intéresser à l'IA que vous avez proposé. En tout cas, mille merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis et évidemment à Sylvain pour l'animation. Merci Jackson aussi en direct de Bordeaux. C'était toute la France qui était représentée ce soir. Je vous dis à très bientôt parce qu'on a un prochain Sales Talk qui va être très bientôt, qui n'aura pas un mois. Sylvain, si tu as peut-être d'ailleurs en tête la prochaine pour faire un Voilà, petit teaser. là, pour le coup, on va faire un sales talk sur une partie de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, sur rentrer vraiment très profondément dans les neurosciences, dépoussiérer un peu certains concepts. Aujourd'hui, il y a des vraies batailles entre le cerveau limbique versus système 1, système 2. Donc, on va essayer de répondre à ces grandes interrogations. Et en tout cas, encore une fois, merci Erwan, merci Julien et merci à tous pour votre participation. Et on vous attend nombreux sur le prochain Sales Talk.